Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être fidèles à Radio Fréquence Atlantique. Donc, nous sommes ensemble tous les dimanches matins. Une première partie, votre assise en direct sur Facebook, où nous faisons des commentaires sur un fait d'actualité nationale, un fait d'actualité internationale et une partie internationale. Donc, ensuite, nous aurons les autres rubriques que vous allez découvrir. Aujourd'hui, j'ai proposé de retenir une information qui, assez curieusement, n'a pas fait beaucoup de bruit. Ce sont les turbulences autour de rencontres annoncées de Palais Bouton, à l'initiative de Tous Créoles et FER. Donc, nous allons parler de ça. Ensuite, nous allons parler de la situation au Pakistan. On se dit pourquoi, mais justement parce que ce qui se passe au Pakistan, c'est une illustration de ce qui se passe dans tous les pays prétendument démocratiques où se déroulent les élections. Et puis en partie des constructions, nous sommes dans le mois de la révolution esclavagiste, nous allons parler de la question des réparations. Voilà. Alors pour commencer, les turbulences autour des rencontres annoncées de Palais Bouton. Alors déjà, je vous donne lecture d'un communiqué qui a été publié par Tous Créoles, organisation qu'on ne présente plus, et à partir de ça, nous allons faire les commentaires. Ce communiqué dit: nous ne sommes malheureusement pas en mesure de maintenir nos prochaines rencontres Palais Bouton, prévues notamment dans les communes de Bellefontaine et de Saint-Denis. Ce programme avait pour ambition de libérer la parole des Martiniquais sur des sujets sensibles de notre société. Compte tenu des intimidations et blocages subis par les municipalités de Lamentin et du Carbet et des menaces proférées à l'encontre de l'animatrice du projet, Marie-Josée Ali, en accord avec les municipalités, nous envisageons de reporter l'opération Palais Bouton, afin d'assurer la protection de nombreuses personnes qui avaient souhaité y participer. Alors, pour avoir une claire idée de cette opération Palais Bouton, vous pouvez vous reporter justement au site de Tous Créoles qui explique les intentions, mais également à une tribune publiée par Marie-Josée Ali dans France Antilles qui explique son mécontentement et la condamnation des actions qui ont été faites, conduisant au report, disent-ils, de conférence, de ces conférences Palais Bouton. Alors, il n'y a pas eu beaucoup d'écho dans la presse, c'est assez étonnant parce que les questions qui sont posées par ces incidents-là sont absolument importantes d'actualité et méritent d'être débattues. Alors, pourquoi donc il y a eu un refus, un rejet, et pourquoi les associations ont été obligées de reporter. Alors, il faut déjà citer les objectifs qui étaient donnés à cette campagne de réunion Palais Bouton. Et là, nous citons donc les organisateurs, 170 ans après l'abolition de l'esclavage, quelles sont les relations entre les descendants d'esclaves et les descendants de colons? Ces relations peuvent-elles évoluer? Ces relations doivent-elles évoluer? Comment peuvent-elles participer à la reconstruction d'un avenir meilleur? Alors, la Fédération FER, Fondation Esclavage et Réparation,
en partenariat avec Tous Créoles, organise une série de rencontres dans les communes de Martinique sur les thématiques relatives des thématiques des relations entre les descendants martiniquais de la période esclavagiste. Ces rencontres ouvertes au public, animées par Marie-Josée Ali, mettent dans la ronde un psychologue, un historien, un descendant de colons, le maire de la commune et surtout la parole du public pour une conversation sans tabou, représentants donc, qui sont prévus par ces gens-là. Et nous continuons. C'est pour cela que nous proposons, la Fondation FAIR et Tous Créoles, des rencontres communes après communes avec la population sur une thématique simple. 170 ans après l'abolition de l'esclavage, quelles relations sont envisageables? C'est ce que je citais déjà tout à l'heure. Et ensuite, comment avancer lorsque la réalité et l'actualité révèlent des éléments qui ne peuvent que creuser le fossé entre les communautés? L'énorme scandale du chlordécone, le pouvoir d'achat, le chômage, le dépeuplement, pardon, c'est un petit peu mal écrit, la partition des richesses, voilà. Voilà les questions qui seront en débat. Et donc, les questions qui sont posées en débat, qui seront proposées au débat, que vivent les descendants d'esclaves? Que vivent les descendants de colons? L'analyse sociologique du maintenant, l'analyse de la relation entre les communes, entre ces communautés aujourd'hui. Alors, voilà le projet qui a été défendu, qui avait commencé avec ces réunions qui ont été annulées. Alors, il y a quand même un certain nombre de remarques à faire. Qui peut croire vraiment que dans des réunions publiques de soir, dans une commune, toutes ces questions-là que nous avons énumérées peuvent être discutées sérieusement, sans passion? C'est absolument impossible. Notons dans la liste des représentants un colon, un descendant de colon, mais il y a absence de personnes autorisées qui ont déjà réfléchi à ces dossiers-là. Par exemple, pourquoi pas un représentant du MIR, un représentant des puissances économiques, etc. Non, un représentant. C'est une façon de faire semblant d'organiser un débat, tout en sachant que jamais les questions fondamentales ne seront posées. D'autant plus que les organisations qui sont à l'initiative ont un passif. Ça veut dire qu'il y a des contradictions qui se sont déjà posées au sein du peuple martiniquais et qui font qu'on ne peut pas croire à la sincérité des organisateurs. Et si vous permettez que je donne un témoignage personnel, je rappellerai que le créateur, le fondateur de Tous Créoles, Roger Dejarre, est venu chez moi à sa demande personnellement discuter, et dans cette discussion, je lui ai fait part des griefs, des difficultés, des obstacles qui sont faits, et notamment en lui montrant du doigt un espace occupé depuis 150 ans par une famille sur un tout petit bout de terre en pointe d'habitation où ces gens-là avaient reçu l'ordre de déguerpir. Et je lui faisais remarquer que les injustices sont absolument criantes, actuelles, et que s'il n'y a pas d'engagement de ces communautés-là, qui sont à la tête du pays, la caste, il n'y aura jamais de débat. Ce n'est pas dans une réunion un jour où n'importe qui vient avec tous ces ressentis que les choses vont pouvoir être réglées. Alors, il fallait s'attendre aux réactions différentes de la société. Et je cite une phrase de Marie-Josée Ali
tiré du texte où elle faisait l'appel à ces réunions-là. Elle disait, il y aura peut-être des cris, des pâcheries, des colères, mais nous voulons ouvrir la voie du partage de la connaissance pour accompagner la passion que suscite cette thématique. Donc, tout le monde, tous les gens intelligents, réalistes savent qu'il y a des pâcheries, des colères, des passions. Est-ce que vraiment on est capable de croire que dans une réunion, on pourra discuter sereinement de questions si importantes, indépendamment des intentions, des illusions de l'organisatrice et du fait que les organisations qui portent le projet ont un passif, en tout cas en ce qui concerne et tous créoles, mais aussi certains participants du FER, ce n'était pas réaliste. Et il faut comprendre qu'il n'y a pas lieu de dénoncer comme atteinte à la liberté d'expression, il n'y a pas lieu de faire allusion à des dictatures, à la protection de la sécurité de ceux qui voudraient venir, et en faisant fi de cette réalité de la passion, de l'émotion, dans une société où les crimes d'hier se poursuivent. Dans une société où les injustices sont subies. Mais en fait, le scandale de l'empoisonnement au chlordécone qui est signalé comme question, mais c'est une illustration. Le FER et tous créoles ont-ils pris une position pour dénoncer l'empoisonnement conscient, montrer que c'est une preuve de suprémacisme, de mépris du peuple martiniquais? Ont-ils parlé de ça? Faut-il attendre une réunion publique où tout le monde va babiller pour pouvoir se positionner sur des questions aussi importantes? Alors nous interdisons de juger le comportement des gens qui vont rouspéter, qui vont dire pas ni nous. La question des insultes qui ont été signalées par Marie-Josée Ali, évidemment, c'est une question qui est liée au vécu, au ressenti de chacun. Mais c'est la vie. C'est la vie. Vous détruisez une société, vous détruisez sa culture, vous sabotez l'éducation, vous pervertissez les instincts des gens à travers vos émissions télévisées, tout, et vous croyez que la violence physique ou verbale ne va pas s'exprimer. Il ne s'agit pas de la juger, il s'agit de dire pourquoi on arrive à une telle situation. C'est justement l'inanité de la société qui explique que ce n'est pas par des opérations de communication qu'on va résoudre la question des réparations, de l'harmonie sociale. Nous en parlerons dans la partie des constructions. Donc ça, c'était le premier point que je voulais évoquer. Et je vais tout de suite passer au deuxième point. Alors, c'est vrai que quand on parle de questions internationales, il y a des gens qui disent, ah, mais c'est loin, ça ne nous concerne pas. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé au Pakistan précisément? C'est que un opposant politique du gouvernement, qui est un ex-premier ministre pakistanais, a été arrêté, conduit en prison Manimikari, sans que des procédures judiciaires ne soient respectées, et que ce bonhomme-là est l'objet d'une série de procès. Et quand il a été arrêté, ses partisans, une bonne partie de la population, s'est révoltée et il y a des affrontements très violents. La répression a été féroce, des centaines d'arrestations, il y a eu 9 morts. Et donc, c'est la Cour suprême du Pakistan qui a invalidé la décision du tribunal d'Islamabad et ordonné la libération de ce monsieur, de ce Premier ministre, qui a 70 ans pour la petite histoire. Alors, pourquoi je souhaitais en parler? C'est parce que ce qui se passe au Pakistan est significatif de ce qui se fait dans la majorité des
pays dits démocratiques. Ce monsieur, c'est un opposant, pour empêcher qu'il se prépare aux prochaines élections présidentielles, on lui colle une série de procès sur le dos, on l'accuse de corruption, et vous allez remarquer qu'il y a des dizaines de pays où le même processus est engagé. Au Tchad, on a fait emprisonner les candidats potentiels depuis les présidentielles de Idriss Déby. Après ça, son fils a fait. Au Sénégal, on essaie d'enfermer un opposant potentiel à Macky Sall. Mais partout. Et rappelez-vous qu'au Brésil, la présidente a été destituée au prétexte qu'elle était corrompue, qu'elle avait manipulé le budget. On n'a même pas dit qu'elle était corrompue, elle avait manipulé le budget de l'État. On l'a destituée, mais après, on l'a innocenté. Lula devait se présenter contre Bolsonaro. Corruption, procédure, on lui a mis des menottes à la main, en prison, on l'a discrédité, et puis tous les médias occidentaux. Oui, la corruption, Lula, la pété. Je me rappelle même un responsable syndicaliste en Martinique, interviewé dans un journal, et évidemment, on lui pose la question, mais Lula, ancien syndicaliste, il est en prison pour corruption, et que le responsable en question ne dit pas, c'est une manipulation. Il dit, ah oui, s'il a fait quelque chose de mal, etc. Donc, ça veut dire qu'il y a une pratique au niveau international consistant à criminaliser, à enfermer, quand ce n'est pas à liquider, les opposants potentiels au pouvoir dominant. Ça, c'est absolument important et c'est ce qui se passe au Pakistan. C'est pour ça que je veux en parler, parce que même au niveau des élections municipales, législatives, ces procédés-là sont utilisés. Il y a des procès qui sont faits après, et puis il est trop tard pour le candidat en question. Hein? On sort une pseudo-affaire, hein? On annonce qu'il y a le SRPJ y allait. Que ce soit vrai ou pas, il est normal qu'on fasse cette procédure. Mais il y a instrumentalisation par les autorités de la justice pour éliminer l'opposition. On n'est pas en démocratie et dans un contexte comme ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est pour ce monsieur-là lui-même, monsieur Khan, qui avait été Premier ministre, qui avait connu une percée politique fulgurante. Pourquoi? C'était un inconnu politique, dans le monde politique, il n'avait pas de parti, etc. Mais c'était une star du cricket, de sport. Une star sportive. Donc, tous les médias parlent. Et puis, il se présente. Donc, il a des résultats où le gouvernement l'utilise comme Premier ministre pour faire la population l'accepter. Mais ça, comme on a parlé de l'instrumentalisation de la justice, ce mécanisme-là de gonfler des gens qui n'ont rien à voir avec la politique, qui n'ont aucun programme dans les médias, et à partir de leur statut, parce qu'ils sont chanteurs, ils sont sportifs, etc., les envoyer comme candidats, à ce moment-là, la masse des gens qui n'est pas politisée, mais qui a un amour fanatique, ce sont des fans de ces gens-là, votent, et puis on a quelqu'un qui arrive au pouvoir. Alors, on a un bonhomme qui joue du football au PSG, Weah, qui devient président au Libéria. On a Schwarzenegger, bon, vous allez corriger, qui est gouverneur de Californie parce que c'était une vedette de cinéma. Ronald Reagan, et dans les westerns, arrive à être président, etc. Tous ces gens-là n'ont aucun passé politique, aucune action, ni aucun programme. Zelensky, c'était un amuseur public dans les médias. C'était un acteur comique, plus ou moins. Macron, qui était Macron? Nous ne connaissions pas. Et donc, on utilise les ressorts d'admiration que les gens non formés politiquement ont pour des individus qui sont au sommet
l'affiche, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on les promotionne massivement. Et puis après, cette personne-là applique des politiques libérales, des politiques scélérates contre les populations. Mais pour cela, aussi, pourquoi? Parce que les médias appartiennent aux multinationales. Donc, ils décident qu'on va utiliser monsieur. Il y a là, les gens veulent des jeunes, les gens veulent du changement, donc on va leur donner un coup de bâton. On va mettre tous les médias à la promotion, à la une, les paris match, etc. Parce que son épouse a un réseau médiatique. D'ailleurs, notez bien, je dis ça pour nous en Martinique, les gens qui s'appuient sur les réseaux médiatiques, les relations pour développer une orientation politique, sont des gens absolument dangereux. Les empires médiatiques, de ce point de vue-là, ce sont des dangers, des poisons, parce qu'ils vous poussent à voter, à baliser une personne qui ensuite sera candidate et qui va appliquer. Je parlais de Macron. Il y a donc le réseau médiatique, mais il y a les instituts de sondage. Le fils de sa femme est PDG de grand institut de sondage. Donc, on dit oui, il est devant, il est devant. Et on joue sur l'image. Le rôle des empires médiatiques capitalistes qui sont aux mains des multinationales dans la fabrication de ceux qui sont portés au pouvoir, c'est là aussi un frein total, un obstacle total à toute forme de démocratie véritable. Et puis, il y a le dernier point, en même temps qu'on promotionne peut-être le cinéma, les chanteurs, les sportifs. Tiens, peut-être que le champion de judo là. Teddy Riner va se présenter un jour aux élections, c'est pas bon. Bref. Donc, on promotionne des gens comme ça. Ce fait-là s'accompagne de la même promotion de ceux qui sont élus. Ce qu'on appelle la monarchisation du pouvoir. Le président, c'est un roi, un monarque, il a des privilèges. Sa femme a des privilèges. Il a tout. Et quand il laisse sa présidence, il a encore des privilèges. Il vit dans le luxe. Bon, bref, on monarchise. Et rappelez-vous, il y a 15 jours, je parlais c'est dimanche dernier, de Charles III. Quand on promotionne Charles III, c'est pour mettre dans l'esprit des gens qu'il faut accepter la monarchisation et les privilèges de ceux qui ne sont pas aristocrates, mais qui sont présidents, qui sont sénateurs, qui sont etc. Tout cela participe du conditionnement de l'opinion et ajouter à la monarchisation le fait d'instaurer des dynasties. Alors ça se fait pas encore en France. Mais par exemple, il y a des élections en Thaïlande là. La principale opposante qui peut arriver au pouvoir, c'est la fille d'un ancien président qui vit en exil, mais un ancien président milliardaire. Et vous allez voir le nombre de pays où on a des dynasties. Même quand on est aux États-Unis, rappelez-vous avec le coup des Bush, qui a suivi le coup des Kennedy, donc il y a des dynasties qui se fait plus ou moins légalement. Bon, on s'est parlé tout à l'heure de Idriss Déby, son fils a fait le coup d'État, mais c'est le fils de... Je vous invite à faire cet exercice-là, de regarder les filiations dynastiques dans les directions des différents pays, qu'ils soient monarchiques ou républiques. Donc, ça c'est le deuxième point que je voulais annoncer, pour montrer que rien qui ne se fait dans le monde en matière de politique, d'économie, ne peut être considéré comme exceptionnel. Ce qui se passe aujourd'hui au Pakistan, c'est quelque chose qui peut se faire dans des dizaines de pays, mais nous devons aller au-delà des faits racontés, etc., pour voir quelle est la logique et qu'est-ce que ça traduit en matière d'existence de la démocratie ou pas. Alors, donc on va faire une respiration avec quelques notes de musique avant de parler des constructions.
Alors, nous parlons donc de la question des réparations. Nous sommes pendant le mois de la révolution anti-esclavagiste, où partout il y a des commémorations, mais la question des réparations qui s'impose, d'ailleurs, c'est le thème du convoi. Les réparations, c'est Chimay la paix, le 23e convoi, montre qu'aujourd'hui, c'est une préoccupation. Et les tentatives que nous avons évoquées tout à l'heure de masquer l'histoire des réparations par des pseudo-réconciliations, ça fait partie du contexte actuel. Nous sommes dans un contexte où, dans le monde entier, se pose la question des réparations. Au départ, c'était des élites, des avant-gardes qui posaient le problème aux États-Unis, un peu partout en Afrique du Sud. Et les espaces institutionnels internationaux bloquaient ça. Par exemple, il y avait la conférence de Durban en Afrique du Sud qui avait posé des problèmes des réparations, dénoncer les racismes. Les Européens et les États-Unis ont torpillé ça. Mais ils étaient en position de force. Il se passe que depuis une vingtaine d'années, le mouvement d'exigence des réparations s'était posé comme question fondamentale. Alors, il y a un double débat. Il y a un débat qui est celui qui est posé en Occident et qui concerne des réparations de causes qu'ils ont subies, que les Occidentaux ont subies, et qu'ils essaient à tout prix de couper du débat sur la réparation exigée par les victimes de la colonisation, de la traite, de l'esclavagisation, des crimes coloniaux, etc. Et souvent, là-haut, ils essaient de couper ces deux choses-là et de ne parler que celle qui est en haut, avec la particularité que comme c'est eux qui disent, eux les criminels qui disent comment il faut réparer, eh bien, ils se permettent de dire que ce sera une réparation mémorielle. On va faire une loi pour reconnaître les crimes, mais sans indemnisation. On va parler de ça. Il y a même le problème des excuses. Alors, on va présenter des excuses, mais sans réparation. Il y en a même qui disent non, pas question de présenter des excuses parce que la colonisation a apporté des bonnes choses aussi, etc. Alors, maintenant, nous oriente sur ces débats-là. C'est ça qu'il faut comprendre, que le droit à réparation, c'est un droit fondamental qui concerne tant les individus que les communautés humaines. Dans tous les codes législatifs, le code pénal, etc., c'est écrit, un criminel vous a volé, il doit réparer. Partout est reconnu l'exigence, l'obligation que celui qui a commis le crime le répare pour les individus. J'ai dit tout à l'heure que les Occidentaux l'exigent pour ceux qui les concernent. On va dans l'histoire, j'en ai déjà parlé. Quand il y a eu la révolution russe en 1917 et que les bolcheviks avaient nationalisé les emprunts, eh bien, jusqu'à dans les années 80, les pays bourgeois occidentaux ont mené des batailles sur le plan juridique, ça se passe en 1917, et les descendants des descendants ont obtenu réparation de l'État russe. On ne peut pas ne pas avoir réparation d'un crime commis par une puissance. Vous savez qu'après les guerres, il y a toujours des réparations. L'Allemagne a dû payer de grosses réparations, déjà après la Première Guerre, mais ensuite à la Deuxième Guerre. Et puis, entre complices capitalistes, il y a eu un accord pour laisser tomber un certain nombre d'exigences de réparation qui avaient déjà été décidées. Et, sauf que maintenant, là, je comprends Pologne, il y a 2 mois, le problème se repose. Non, l'Allemagne doit payer. Mais prenons la Corée. La Corée qui avait été envahie par le Japon. J'ai eu l'occasion de parler des femmes de réconfort, entre guillemets, où l'armée japonaise
a esclavagisé jeunes filles, femmes, par centaines de milliers pour servir d'esclaves sexuels aux soldats japonais, il y a eu des négociations et je crois qu'il y a à peu près 6 mois que le gouvernement de Corée du Sud a accepté l'idée d'une réparation aux descendants, aux quelques personnes survivantes de ce drame-là. Sauf que là encore, comme Japon, colonialiste et capitaliste en liaison, et puis Corée du Sud, capitaliste allié des Américains, ils voulaient que ce soit l'État de Corée du Sud qui prenne l'argent de l'État pour indemniser les personnes. Alors, les victimes ont dit, niet, pas question. C'est notre argent. C'est les entreprises japonaises. C'est l'armée japonaise qui doit payer les réparations. Pour dire que dans les grands pays contrôlés par les capitalistes et les occidentaux, la question des réparations se pose, même quand cela concerne des dates très anciennes. 1945. C'est la guerre de laquelle se passent les crimes japonais. Quelle était notre situation entre 1939 et 1945? Après 1945, combien d'ouvriers agricoles ont été assassinés par les forces militaires françaises en pas de réparation? Donc, ils portent des réponses pour ceux qui les concernent, mais ils veulent refuser. Alors, c'est seulement qui va dire droit à réparation. C'est les peuples colonisés seulement qui va dire droit à réparation. Évidemment, il faut refuser ce genre de suprémacisme et imposer aux criminels de payer comme ce qui se fait pour l'empoisonnement aux pesticides. Et ce n'est pas la justice du colon qui doit être jugée partie. Il faut au niveau international, au niveau des mobilisations, imposer que le criminel paie les conséquences du crime qu'il a commis. Donc, et il ne peut pas y avoir de compromission à ce niveau-là. Je veux dire aux gens qui parlent de réconciliation. Dans leur texte, ils parlent même de Mandela et de Claire qui ont reçu ensemble un prix international, une reconnaissance de prix Nobel de la paix. Oui. Mais quelle est la situation en Afrique du Sud aujourd'hui? Il y a eu réconciliation sans réparation en Afrique du Sud. Il y a eu réconciliation sans réparation. Les possédants africaneurs sont restés les maîtres de l'économie. La misère continue à régner dans les quartiers pauvres d'Afrique du Sud. On ne peut pas accepter l'idée d'une réconciliation sans réparation. Allons plus loin. Au Zimbabwe, ancienne Rhodésie, il y a eu une lutte armée contre le colonialisme britannique. Ceux qui menaient la résistance armée ont accepté de négocier et ils ont prévu dans les institutions des lois qui protégeaient les anciens racistes, les anciens dominants. Dans la Constitution, ils sont arrivés à tolérer que les Blancs, les représentants des Blancs, aient une minorité de blocage pour garantir leur sécurité. En échange de la mort d'un processus de réparation, remise de terres, etc. Après, rien pas fait. Et ce sont les Anglais qui devaient s'assurer de cela. Ils ont bloqué que les vétérans qui avaient mené la guerre ont déclenché un mouvement pour dire nous bon ça. Ils ont occupé des fermes, ils ont récupéré des terres. Depuis ce jour-là, Robert Mugabe, c'était un criminel, un tyran, un dictateur. Tous les médias internationaux ont décapité Mugabe. On a pris des sanctions, etc., pour empêcher que le phénomène réparation qui était prévu se mette en marche. Donc, il ne peut y avoir de réconciliation sans réparation effective. Et on ne peut pas attendre des criminels qu'ils garantissent la réparation.
c'est un rapport de force, c'est une lutte au niveau international pour faire respecter ce droit imprescriptible. Alors, le problème, c'est que la justice internationale, on a parlé de Dubaï tout à l'heure, est contrôlée par les Occidentaux. Donc, il faut bousculer les institutions, il faut mener la lutte pour changer le système, il faut changer les règles du jeu, et ce ne peut être le résultat que le résultat d'une lutte. Alors oui, d'accord, mais comment y arriver? Eh bien, en considérant que la véritable réparation commence par l'auto-réparation, par ce que nous sommes capables de faire pour reprendre notre esprit et notre destin en main, de façon à ce que notre lutte soit suffisamment puissante pour renverser le système et imposer les nouvelles règles du jeu. C'est quoi l'auto-réparation? C'est d'abord lutter contre l'aliénation. Chaque fois, je répète que nous disons l'aliénation, non pas dans un sens péjoratif ou dévalorisé, mais dans le sens propre du terme, à savoir que l'autre est parvenu à intégrer ses idées, ses grilles d'analyse dans notre cerveau. Cela n'est pas dépendant de notre intelligence ou de notre bon cœur, c'est lié au fait que le fonctionnement du cerveau humain, de la pensée humaine, obéit à des règles. Quand il est endoctriné, quand on lui empêche de connaître son histoire, quand on l'empêche de discuter, d'avoir confiance en lui, etc., il y a un problème qui est conséquent, c'est que la personne juge en fonction des idées de l'autre. Et donc, il nous faut lutter contre l'aliénation par la vulgarisation de notre histoire, par la vulgarisation des crimes commis par les colonialistes, par les suprémacistes occidentaux, vulgarisés dans les chansons, dans les pièces de théâtre, dans les romans, dans les poèmes. Il faut vulgariser ça pour que les gens aient un autre son de cloche. Et heureusement aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux. Alors, beaucoup de choses ont été faites dans ce sens-là. Et notamment, il faut saluer le travail des vrais panafricanistes qui ont fait découvrir les valeurs des civilisations précoloniales en Afrique, la richesse de leur économie et de leur découverte. Il faut saluer ça, ça a contribué. Alors, évidemment, comme toute théorie, il y a des effets pervers, il y en a certains qui restent dans la grille du colon en opposant race et race, etc. Il faut leur faire que ce n'est pas une désaliénation totale. Donc, il reste du travail à faire, mais nous avons beaucoup progressé. C'est le premier champ de combat, la lutte contre l'aliénation et contre les traumatismes. Parce qu'il y a des traumatismes psychiques qui pèsent sur la grande majorité, pour ne pas dire l'ensemble de notre population, manque de confiance, dégradation de l'estime de soi, etc. Cela demande des actions spécifiques, notamment grâce aux professionnels, avec l'appui des professionnels, pour que les gens reprennent confiance en eux. Mais ça demande aussi que nous nous libérions de contraintes imposées par le colon qui nous empêchent de nous émanciper économiquement, qui empêchent que nous reconnaissions la valeur de nos plantes médicinales, hein, qui veulent nous donner un système économique de compétition, de capitaliste, et qui détruisent les conceptions communautaristes, j'ose le mot, que nous avions dans l'économie des sociétés précoloniales. Donc, il faut travailler à cette forme d'autoréparation, et cela, c'est en construisant des alternatives contre le pouvoir du système dominant. Ça veut dire que aujourd'hui, je peux dire que la majorité des Martiniquais a compris qu'il faut planter, qu'il faut manger local, qu'il faut défendre nos entreprises, etc. La majorité des gens a compris qu'il ne faut pas compter sur Canal Belmé. Mais nous avons quand même le problème de l'aliénation qui fait que nous restons individualistes, nous restons en compétition, nous restons divisés du fait de la propagande coloniale, le fameux syndrome de Lynch que je vous invite à redécouvrir. Et donc, notre travail là,
c'est de lutter pour que les initiatives alternatives convergent dans un mouvement planifié, dans un mouvement pensé, dans un mouvement de complémentarité pour que nous ayons la force d'affronter le système colonial. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont faites, je l'ai déjà dit, en matière économique, en matière culturelle, et une fois que nous aurons dépassé ce barrage-là de la division, des oppositions secondaires qui nous empêchent de faire front pour un combat commun, une fois que nous aurons dépassé ça, nous serons en mesure de marcher vers la véritable réparation. Alors, je parlais de travail qui se fait, de convoi pour réparation qui a été initié, ça fait 25 ans maintenant, c'est ça, la 23e édition, aujourd'hui, a effectivement contribué à poser ce problème-là. Cette initiative-là mérite d'être saluée. Le travail que certains universitaires font, qui, hélas, n'est pas suffisamment connu, mérite d'être approfondi. Je pense aux travaux de Rodolphe Solbiac, qui a fait des apports très intéressants sur cette question-là. Il faut qu'on s'y porte. Mais il nous faut aussi nous repencher sur les grands théoriciens du mouvement révolutionnaire, comme par exemple Frantz Fanon. Il y a des gens qui disent que la lecture des damnés de la terre ou de Peau noire et masque blanc leur est difficile, mais ce n'est pas suffisant comme pour nous bloquer. Il faut organiser des réunions, des cercles de réflexion où ceux qui ont peut-être plus approfondi portent leur éclairage, etc. Il nous faut absolument passer par l'étude théorique. Mais évidemment, ça pose la question de l'organisation. Quand on nous a dit c'est l'individu, le citoyen qui doit être récupéré, etc., et puis que nous restons dans cette logique européenne-là, nous n'avons aucune chance de surmonter l'aliénation, de nous organiser pour combattre la domination coloniale. En phase de résumé, je dirais que la réparation, c'est une exigence pour le développement personnel humain, le développement collectif de notre nation, mais plus largement de l'humanité. C'est ce qui permettra que des liens nouveaux pourront s'établir entre les peuples qui, de toute façon, ont tous subi les dominations de la bourgeoisie, du capitalisme. Et cela sous-entend que nous ne cherchions pas à faire des compromis, des conciliabules illusoires avec les criminels qui restent au pouvoir, mais que nous nous organisions pour renverser le système, pour combattre l'impérialisme, pour combattre la domination des puissances occidentales, sans tomber sous le joug d'autres puissances rivales, mais pour construire un monde alternatif nouveau. Je vous remercie pour votre attention. On remet